Bienvenue à la Maison de la Paix à Genève pour cette édition décentralisée de Géopolitis. Dans ce lieu d'étude et de réflexion sur la paix et la sécurité, nous allons essayer de comprendre ce qui a changé au Moyen-Orient sous la présidence de Barack Obama. Quel héritage laisse-t-il dans cette région du monde à celui ou celle qui va bientôt lui succéder? Très vite, après son élection en 2008, Barack Obama est apparu comme un président réticent à se servir de son Colt, en rupture avec l'activisme déstabilisateur de son prédécesseur. Et le 44e président des États-Unis a donc fait ce qu'il avait promis pour l'Irak, mettre un point final à la guerre. I am announcing that the American combat mission in Iraq has ended. Operation Iraqi Freedom is over, and the Iraqi people now have lead responsibility for the security of their country. Après l'Irak, il y a eu les printemps arabes. Obama refuse d'engager les soldats en Libye et en Syrie pour y soutenir les mouvements rebelles. Et en Afghanistan, le processus de désengagement se poursuit inexorablement. 100 000 soldats encore en 2012, 11 000 actuellement. Le président veut ramener les effectifs à 5 500 en 2017, contre l'avis de l'état-major et malgré l'activisme des talibans. Quitte à se faire traiter de lâche et même de traître par le camp des interventionnistes, quitte à se faire fustiger pour son absence de vision, Obama a choisi la stratégie du retranchement. Cette notion du retranchement, on la trouve d'ailleurs clairement formulée dans le guide stratégique publié en 2012 par le ministère de la Défense. Et je cite, « Pour atteindre nos objectifs de sécurité, nous développerons des tactiques à l'empreinte légère et peu coûteuse. » Et on lit plus loin, « Les forces américaines ne seront plus en mesure à l'avenir de mener des opérations prolongées à grande échelle. » Avec notre invité, nous allons tenter de comprendre les raisons de ce repli au Moyen-Orient, mais tout de suite un des moments forts de la diplomatie à la mode Obama. Le discours prononcé ce jour-là à l'Université du Caire s'intitule « A New Beginning », un nouveau départ dans la relation entre les États-Unis et le monde musulman. La main tendue d'un président dont le deuxième prénom, Hussein, plonge ses racines aux sources de l'islam. I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect. And one based upon the truth that America and Islam are not exclusive and need not be in competition. Instead, they overlap and share common principles, principles of justice and progress, tolerance, and the dignity of all human beings. Devant son auditoire du Caire, Obama rappelle aussi le lien indestructible qui lie son pays et Israël. Mais à Tel Aviv, ces belles paroles seront accueillies avec un certain mépris. On a peu apprécié la juxtaposition insinuée entre la souffrance des Juifs et celle des Palestiniens. Quelques mois plus tard éclate le printemps arabe. Washington soutient, mais avec prudence, cette vague démocratique qui déferle en Tunisie, en Libye, en Égypte et qui se répand à Damas, au Bahreïn et jusqu'au Yémen. La Maison-Blanche et la plupart des chancelleries occidentales semblent totalement prises de court. Que faire en Égypte quand la foule réclame le départ du Raïs Moubarak? Faut-il attaquer Kadhafi qui est déterminé à réduire en poussière la rébellion? Obama exclut d'assumer le leadership d'une intervention militaire. Elle se fera donc sous l'égide des Nations Unies avec notamment les alliés français et britanniques. En Syrie, l'usage d'armes chimiques devait être une ligne rouge à ne pas franchir. Quand ces images terribles révèlent que le régime de Damas gaze son peuple pour survivre, Obama recule. Il n'y aura pas de rétorsion militaire. Il y aura bientôt 500 000 morts en Syrie et Bachar el-Assad est toujours là. Fabrice Balance, bonjour, vous êtes professeur à l'Université de Lyon 2, chercheur invité au Washington Institute, grand spécialiste du Proche-Orient. On se replace en 2013. Obama renonce à intervenir en Syrie, malgré la ligne rouge qui a été franchie. Comment expliquer cette reculade? Il y a des raisons tout à fait ponctuelles. Le fait déjà qu'on avait des inspecteurs de l'ONU qui étaient à Damas. Ensuite, le feu vert du Parlement britannique qui n'a pas été donné à Cameron, donc
bloquait l'intervention britannique. Ensuite, le fait que ça n'aurait pas supprimé les armes chimiques, et par conséquent, Assad aurait pu tirer profit, tirer victoire de ce qu'il aurait appelé un échec de l'intervention américaine. Ça, c'est des raisons très ponctuelles. Et puis, il y a des raisons de plus long terme, qui sont que Obama, après l'Afghanistan, après l'Irak, l'échec patent de l'intervention en Libye, ne veut pas s'engager dans un nouveau désastre au Moyen-Orient. Sa grande phrase, c'est « Don't do stupid shit ». Ne faites pas des choses stupides. Parce que c'est là que veulent l'entraîner ses conseillers, les think tanks à Washington, enfin tout l'establishment qui est plutôt va-t-en-guerre, alors qu'Obama a été élu pour désengager finalement les troupes américaines d'Irak et du Moyen-Orient. Vous diriez qu'Obama est un minimaliste de la politique étrangère, si on reste au Moyen-Orient? Obama cherche à se désengager du Moyen-Orient parce qu'il considère que les interventions précédentes ont été des échecs. En Libye, où il y avait une coalition internationale, où il y avait un feu vert de l'ONU, où on a fait attention de ne pas frapper les civils, où on intervenait vraiment pour supprimer un dictateur honni par le monde entier, on arrive à un désastre. Donc il ne tient pas à recommencer la même erreur en Syrie, et il pense que les États-Unis n'ont plus les moyens d'envoyer leurs troupes partout dans le monde, notamment sur des terrains qui ne sont pas finalement une menace existentielle pour les États-Unis. Et concrètement, cette politique minimaliste, ça veut dire un minimum d'hommes au sol, par exemple? Alors, ça veut dire, oui, des conseillers militaires, comme c'est le cas en Irak ou en Syrie aujourd'hui contre Daesh, et puis ça veut dire aussi commander par derrière, comme c'était le cas en Libye, où on a laissé la France et la Grande-Bretagne en première ligne, alors que les Américains ont fourni plus de 70% finalement de la logistique de l'intervention en Libye. Dans ce contexte de repli des États-Unis, comment faut-il interpréter l'accord sur le nucléaire iranien? Alors, cet accord, c'est une façon pour Obama de faire de la diplomatie, de montrer que par la diplomatie, on peut arriver à bloquer le programme nucléaire iranien. Parce que la logique Bush, elle était plutôt de faire la guerre à l'Iran. On avait très peur, d'ailleurs, qu'après l'Irak, ça soit l'Iran qui soit bombardé ou qu'il soit entraîné par Netanyahou dans un bombardement de l'Iran. Et donc, Obama ne veut pas se laisser entraîner dans une guerre contre l'Iran. Les Saoudiens aussi poussent à la guerre parce que l'Iran, c'est leur ennemi héréditaire. Donc, il va lancer ce programme de négociations secrètes, d'ailleurs qui vont commencer durant l'été 2013, des négociations secrètes, ce qui fait une raison supplémentaire pour ne pas intervenir également en Syrie, allié de l'Iran. C'est aussi parce que les États-Unis, finalement, cet embargo sur l'Iran, ils n'ont plus les moyens de le tenir. Quand vous avez des poids lourds comme la Chine, comme la Russie, voire l'Inde, le Brésil, etc., qui outrepassent l'embargo américain sur l'Iran, il vaut mieux faire contre mauvaise fortune bon cœur et lever progressivement cet embargo en échange du blocage du programme nucléaire iranien. Alors on a fait un peu le tour des symptômes de ce repli américain au Proche-Orient. On peut parler aussi des causes que vous voyez, vous, à l'intérieur des États-Unis, avec un fait majeur, c'est l'indépendance énergétique. Oui, l'indépendance énergétique, depuis 2008, justement, Barack Obama a lancé l'utilisation des réserves pétrolières d'Alaska au mépris de l'environnement, le pétrole bitumineux, les gaz de schiste, qui font qu'aujourd'hui, les États-Unis sont autosuffisants sur le plan énergétique, voire même exportateurs. Donc, ils sont moins dépendants des caprices des Saoudiens, puisque l'Arabie saoudite, c'est le plus grand producteur de pétrole, et surtout celui qui a la capacité de réguler le marché pétrolier par ses marges de manœuvre. Donc, ils réduisent leur dépendance par rapport au Moyen-Orient, ce qui les incite évidemment à moins s'engager militairement. Un autre fait aussi, c'est peut-être les contraintes budgétaires internes. Obama, il doit faire avec les conséquences de la crise de 2008. Il a un programme électoral qu'il doit financer. Ça joue un rôle, ça, dans son désengagement au Moyen-Orient? Oui, l'Obamacare, c'est une proposition majeure des 2 mandats d'Obama, difficile à mettre en place. Donc, il a besoin d'argent pour faire du social, parce que c'est une demande aussi de la population américaine. On le voit ne serait-ce aujourd'hui qu'avec la brillante campagne qu'a fait Bernie Sanders, concurrent d'Hillary Clinton, qui a tout basé sur le social. Une éducation gratuite, de bonne qualité, des retraites, sécurité sociale, etc. Alors tout ce qui manque aux États-Unis.
Et le troisième élément stratégique, c'est évidemment le pivot vers l'Asie. On regarde une chronique signée David Nicole et on se retrouve tout à l'heure. As a Pacific nation, the United States will play a larger and long-term role in shaping this region and its future. Le mot est lâché. Les États-Unis sont devenus une nation du Pacifique. Voilà résumé la réorientation stratégique amorcée par Barack Obama lors de son premier mandat, le pivot asiatique. Un exemple parlant, le redéploiement des forces militaires américaines. Entre 2008 et 2015, elles ont baissé dans toutes les régions du monde, notamment avec les retraits d'Irak et d'Afghanistan. Seule exception, l'Asie-Pacifique, où les effectifs ont augmenté de plus de 30 000 hommes. Les États-Unis s'appuient sur leurs plus proches alliés, Japon, Corée du Sud, Philippines, Australie, Singapour et Thaïlande. Bientôt 60% de toute la flotte américaine sera déployée dans cette région. Les bases militaires dispersées sur toute la zone se renforcent. Elles s'égrènent sur le flanc est de l'autre puissance régionale, la Chine, qui elle aussi consolide ses positions. Autre levier de ce basculement vers l'Asie-Pacifique, l'économie. Avec la signature du partenariat transpacifique en février 2016, les Américains espèrent dominer un marché de 800 millions de consommateurs. Au total, les économies de ces 12 pays représentent 40% de l'activité économique mondiale. Obama veut assurer le leadership dans cette région du monde où, il insiste beaucoup là-dessus, se joue l'avenir du monde. Oui, le XXIe siècle, ça sera le siècle de la confrontation entre la Chine et l'Amérique. Obama considère que les aventures guerrières de George Bush en Afghanistan, au Moyen-Orient, c'est une décennie perdue pour l'Amérique. L'Amérique a pris du retard économiquement. La Chine en a profité pour devenir la deuxième puissance économique mondiale. Et il faut donc arriver à trouver une parité, à garder la suprématie américaine s'ils ne veulent pas être dépassés par la Chine à l'horizon 10-15 ans. Et les États-Unis peuvent compter sur un certain nombre d'alliés là-bas qui craignent l'expansionnisme chinois. Oui, alors il y a les anciens alliés des États-Unis, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, le Japon, les protégés de la Deuxième Guerre mondiale, où les États-Unis ont d'énormes bases militaires, toujours. Plus d'autres pays, comme le Vietnam, ancien ennemi, le Vietnam communiste, où Obama se rend régulièrement, et qui craint énormément la Chine, et qui est donc rentré dans cette grande alliance économique que les États-Unis ont construite autour de la Chine durant le mandat de Barack Obama. Puis c'est une région où les États-Unis partagent avec les gens un certain nombre de leurs valeurs, ce qui n'est pas le cas, évidemment, au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Alors, au Moyen-Orient, ce qui gêne beaucoup Barack Obama, c'est la permanence du tribalisme, comme en Afrique subsaharienne, ce qu'Obama considère vraiment comme un danger pour la société, pour le monde, ce que nous n'avons pas donc au Moyen-Orient, ce qu'on n'avons pas en Extrême-Orient. Et l'Extrême-Orient, pour lui, c'est la région de l'innovation, c'est la région du développement. Or, au Moyen-Orient, le développement, l'innovation sont absents. Ce qu'on voit à Dubaï ou ailleurs, ce n'est que la rente pétrolière qui le produit, ce n'est pas la recherche-développement comme en Asie. Donc, il préfère évidemment investir dans cette région du monde et éviter de perdre son temps au Moyen-Orient. Celui ou celle qui va succéder à Barack Obama va-t-il poursuivre cette politique de désengagement en Orient? Au Moyen-Orient, oui, parce que c'est un processus historique. Les États-Unis n'ont plus les moyens et du fait de leur indépendance énergétique, plus le besoin non plus d'investir comme par le passé au Moyen-Orient. On va rentrer aussi plus dans un siècle d'équilibre des puissances. La parenthèse de l'hégémonie américaine après la chute de l'Union soviétique se referme avec la crise syrienne, on le voit bien. Et que ce soit Donald Trump ou Hillary Clinton, ils n'ont guère d'autre choix. Bon, Donald Trump sera vraiment très isolationniste. Je pense qu'Hillary Clinton va peut-être au début être un peu plus interventionniste au Moyen-Orient pour rompre avec la période d'Obama. Mais elle va de toute façon être rattrapée par les réalités géopolitiques et économiques. On le verra bientôt. Merci Fabrice Balanche, merci de nous avoir rejoints à Géopolitis lors de votre passage ici à Genève. Merci. Merci.
Afin de prolonger cette émission, je vous signale les 2 ouvrages réalisés par notre invité du jour. Un atlas du Proche-Orient arabe aux presses universitaires de France. Et Fabrice Balanche a publié aussi La région alawite et le pouvoir syrien aux éditions Karthala. On a beaucoup aimé les interviews du journaliste Jeffrey Goldberg du magazine Atlantique. Ça s'appelle La doctrine Obama. C'est excellent et ça se trouve sur Internet. Au sujet de la stratégie du retranchement, un livre de référence signé Stephen Sestanovich, Maximaliste, l'Amérique et le monde, de Truman à Obama, c'est aux éditions Knopf. D'autres compléments sont à découvrir sur les sites de RTS et TV5 Monde, où vous pouvez à tout moment revoir notre magazine. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Géopolitis.